Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ici en direct depuis la homepage du Figaro, sur la page Facebook du Figaro Immobilier pour cette 30e émission des Clés de l'Immo. Les Clés de l'Immo, c'est ce rendez-vous chaque vendredi, vous rendre service, vous qui avez un projet immobilier, acheter une maison, un appartement, investir dans la pierre, faire construire, vous vous posez beaucoup de questions. On est là justement pour tenter de répondre, pour répondre à vos interrogations avec un expert ici en plateau. Alors, après l'investissement particulier dans le neuf, après le financement à l'international, après la copropriété, après l'achat-vente avec nos amis les notaires, aujourd'hui on va parler placement, on va parler Pinel, on va parler de Normandie, on va parler SCPI avec un expert en plateau qu'on est très content d'avoir ici et qui est déjà venu, c'est le directeur du Cercle de l'Épargne, c'est Philippe Crevel. Bonjour Philippe. Bonjour Olivier. Alors le Cercle de l'Épargne, déjà pour rappeler, qu'est-ce que c'est ? Alors le Cercle d'Épargne, c'est un centre d'études et d'informations sur l'épargne, également la retraite et évidemment le patrimoine. Donc on réalise régulièrement des enquêtes. On a publié notre dernière enquête au mois d'avril sur les placements, ce que préfèrent les Français, ce qu'ils aiment moins, que ce soit en termes de rentabilité ou en termes d'intérêt purement personnel. Est-ce qu'on aime ou on n'aime pas l'assurance vie ou l'immobilier? Et donc cette enquête, qui est sur notre site internet, tout le monde peut la consulter. Très bien, donc voilà. En tout cas, sur l'immobilier, il y a eu beaucoup de questions depuis l'annoncé de votre venue ici en direct. On est là jusqu'à 13h30 et on va commencer à être le plus pratique et le plus pédagogue, je ne m'inquiète pas. On va essayer. Allez, on va démarrer tout de suite par une première question. Question de Jérémy. Alors Jérémy demande, dans quelle ville, autour de Paris, conseillez-vous d'investir en Pinel, donc dans le neuf, pour réaliser une plus-value? Alors je pense que Jérémy, il a en tête le Grand Paris. Parce qu'évidemment, quand on parle de placement autour de Paris, on imagine bien qu'il y a donc des plus-values potentielles grâce aux futures lignes de métro qui sont en cours de réalisation. Alors ce qu'il faut faire, ce qu'il faut regarder, c'est le calendrier, évidemment, parce que s'il y a un report à 2030 ou 2035, c'est pas la même chose que si la ligne est ouverte en 2024. 2, c'est l'existence autour donc du lieu, du quartier où on veut acheter, de services de proximité, d'établissements scolaires et également d'emplois. Et c'est pour ça, moi j'ai regardé les villes, il faut privilégier par exemple Saint-Ouen, parce qu'il y aura 2 lignes de métro, il y a de l'emploi, tout comme à Aubervilliers. À Aubervilliers, il y a de plus en plus de plateaux audiovisuels. Il y a également les banques qui s'installent. Il y aura les prolongements de lignes de métro. Donc Aubervilliers, Saint-Ouen, c'est pas mal. Il y a aussi Bagnolet qui est à regarder. Plus dans le sud, Bagneux, la Haie Rose, où il y aura une nouvelle station de métro qui sera directement connectée à Orly et à Paris. Assez intéressant. Sinon, on peut également voir des villes comme Le Perreux, comme Champigny-sur-Marne, mais c'est un peu plus loin. Donc, il faut faire attention évidemment sur les délais de transport, mais ce sont des villes à regarder. Et puis une ville qui est en dehors du Grand Paris, qui a un fort potentiel depuis de très nombreuses années, parce qu'il y a la nature, il y a donc du sport, il y a de l'emploi, c'est Saint-Germain-en-Laye, mais c'est un peu plus cher. Oh, en tout cas très joli. Alors moi je pourrais ajouter juste, alors une ville bien sûr, et Philippe l'a très bien détaillé, le Grand Paris, attention, pas forcément se précipiter parce qu'il peut y avoir des retards dans les travaux pour ces gares du Grand Paris Express. Donc aussi peut-être de privilégier des villes qui sont déjà connectées. Il y en a une, c'est Clamart. Clamart, on est à 6 km de Paris et pour l'instant se construit un lac artificiel. Et autour de ce lac artificiel, 1500 logements qui vont sortir de terre avec des bureaux, des commerces, des écoles. On est autour de 4 000 € du mètre carré, quand on sait qu'à Paris, on est à 10 000 € du mètre carré. C'est une ville, voilà, qu'on est à côté de Meudon. C'est une ville, en tout cas sur ce secteur qui est le quartier Panorama, ça s'appelle, qui devrait prendre de la valeur. Et puis, tout le reste des villes citées par Philippe, on est d'accord. Alors, Philippe n'a pas cité Saint-Denis. Pourquoi ? Alors, Saint-Denis, premièrement, Saint-Denis, c'est donc une ville qui est en termes de territoire très grand, il y a beaucoup de quartiers différents. Alors vous avez cité tout à l'heure Saint-Ouen, mais pas Saint-Denis. Alors Saint-Denis, évidemment, et là il y a l'image que véhicule cette ville, un petit peu compliquée. Donc là, c'est vrai que sur les quartiers, la plaine, etc., on peut dire qu'il y a du potentiel, que ce sera bien relié. Mais là, il faut vraiment faire une sélection fine de ses placements et donc surmonter, on va dire, l'image que peut véhiculer cette ville.
Mais donc c'est vrai que ça fait partie évidemment des espaces urbains en devenir au sein de la région parisienne. Oui, en plus avec la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024, avec notamment le village des athlètes et puis tout ce que cela va engendrer à la fois comme venue, comme tourisme, comme attractivité aussi économique à Saint-Denis. Voilà, juste sur les villes, Saint-Ouen, parfait, Bagneux, Aubervilliers, très bien, Villejuif. On peut mettre Villejuif dedans, pareil, avec des lignes de métro qui sont en cours de réalisation. Là, le calendrier est plutôt bien borné, donc une ville évidemment à retenir. Maison-Alfort et puis peut-être encore Saclay, peut-être à surveiller. Saclay, mais attention au calendrier. Très bien, question suivante, c'est Simon. Alors là, on quitte la région parisienne. Simon nous dit « Je souhaite acheter dans le neuf à Toulouse. Que pensez-vous de ce marché et quels sont les quartiers à suivre ?» Toulouse. Alors Toulouse, évidemment, c'est une ville qui connaît une croissance très rapide au niveau de la population. C'est plus de 15 000 habitants chaque année. Donc évidemment, la conséquence, c'est qu'il faut qu'il y ait en face des logements, des maisons, des appartements donc dans des établissements collectifs, dans des maisons collectives. Mais il y a un souci, c'est qu'il y a une raréfaction du foncier. Moins de foncier, donc moins de projets de construction, donc les prix s'envolent. Ça devient assez cher Toulouse. Et donc, évidemment, il faut faire attention, car ça devient un petit peu prohibitif. Mais il y a des quartiers à regarder. Il y a Saint-Cyprien, évidemment. Il y a Pas-de-Doigt. Il y a le quartier dit de l'Amidonnier, où il y a encore des programmes, il y a encore un peu de neuf, et avec des prix qui sont en train de monter. Le centre-ville, là, il y a très très peu de projets. On est sur des prix, là, qui sont très très chers. Donc, et puis, il y a le quartier qui se trouve donc, autour de la gare, qui est en restructuration. Quartier complexe, donc là on peut jeter un coup d'œil, il peut y avoir de belles opérations à réaliser, mais un peu plus difficile on peut dire que sur les premiers quartiers que j'ai donnés. Très bien, très complet. On peut juste peut-être rajouter une chose, c'est quand on voit l'augmentation des prix à Bordeaux. Bordeaux qui a pris 70% de hausse dans l'ancien en l'espace de 10 ans. On est aujourd'hui à 4 600 € par mètre carré en moyenne selon les notaires. Bon, c'est une moyenne. Quand on sait que Toulouse, on est encore à 2 600, 2 700 € du mètre carré, là aussi, en moyenne selon les notaires, on se dit qu'il y a quand même un gap, il y a quand même un potentiel. On voit cet écart de prix entre Toulouse et Bordeaux. Peut-être que Toulouse sera le futur Bordeaux. Alors, on s'est déplacé sur la côte ouest, l'arc atlantique avec Nantes et Rennes, mais Toulouse est à surveiller quand même de près. Il y a des fortes variations de prix selon les quartiers à Toulouse. Donc on peut passer facilement de 2 000 à plus de 4 000 € en fonction des quartiers. Mais c'est vrai qu'il y a un rattrapage un petit peu à faire sur des quartiers qui étaient délaissés. Et donc c'est vrai que le potentiel de hausse est plutôt du côté de Toulouse que du côté de Bordeaux, où on voit d'ailleurs que les prix stagnent, voire ont un peu diminué sur certains quartiers. Il était temps en tout cas pour Bordeaux. Question de Reynald. Quelle différence entre les SCPI de rendement et les SCPI fiscales? En fait, c'est très simple. Les SCPI de rendement font du rendement et les SCPI dites fiscales font de la fiscalité. Merci, très bien. Mais pour être plus sérieux, les SCPI fiscales, c'est avant tout des SCPI qui sont investis dans l'immobilier locatif, qui bénéficient d'avantages fiscaux, donc du Pinel, du Malraux, du Cellier. Et donc, on va reprendre l'avantage fiscal qui est lié au programme en question. Et donc, on va réduire sa facture fiscale chaque année en fonction donc, du montant investi. Mais c'est de l'immobilier locatif. Oui. Quand on est dans des SCPI de rendement, là, on n'est plus sur du SCPI qui ont une vocation de faire du chiffre, on va dire, d'offrir des rendements élevés et qui sont investis dans des bureaux, dans du commerce, dans des entrepôts et avec une diversification internationale. Donc, on peut avoir, dans ces cas-là, plus de 5% de rendement. On peut avoir des fluctuations aussi qui sont peut-être un peu plus importantes que sur l'investissement locatif. Mais donc, il faut choisir d'un côté la réduction d'impôts avec un peu moins, en règle générale, de rendement, ou de l'autre côté, le rendement, mais sans la réduction d'impôts. Voilà pour ces réponses autour des SCPI, sociétés civiles de placement immobilier, qu'il fallait peut-être rappeler. Tout à fait. Tout le monde n'est pas expert dans le domaine comme vous, Philippe, mais vous avez parfaitement décrit effectivement ces différences entre le rendement et la fiscalité, SCPI fiscale. Quatrième question, alors c'est Lise qui vous demande, dans le cadre d'un héritage, j'hésite à placer mon argent dans l'assurance vie ou alors l'immobilier. Je vais hériter d'environ 100 000 €. Que me conseillez-vous? Alors, Lise, on peut faire les deux. On peut faire l'assurance vie pour demain ou après-demain investir dans l'immobilier. Ce n'est pas interdit.
Sinon, assurance vie ou immobilier, ça c'est toujours un débat un peu éternel. Ce sont les deux placements préférés des Français selon l'enquête du Cercle de l'épargne de 2019. Donc ce n'est pas étonnant que vous me posiez la question. Je dirais que l'assurance vie a l'avantage, c'est que vous mettez 120 000 euros. Si vous voulez en retirer demain 10 000 ou en remettre 20 000, vous pouvez le faire à tout moment. Sur l'immobilier, c'est un peu plus compliqué. Vous n'allez pas vendre donc par pièce votre appartement. Donc on va dire que l'immobilier, ça fige un petit peu votre placement pour un certain nombre d'années. Si vous espérez une plus-value relativement importante, Olivier a parlé sur Bordeaux de plus-value atteignant 70%, évidemment, je vais vous dire avantage à l'immobilier. Si vous cherchez quelque chose de relativement sûr, je vais vous dire assurance vie, fonds euro. Certes, le rendement est de 1,8% pour 2018. C'est pas forcément beaucoup, mais vous êtes sûr de retrouver votre capital quoi qu'il arrive. Puis vous pouvez un peu diversifier avec les unités de compte qui varient en fonction du marché. Donc vous voyez, ce sont deux logiques un peu différentes qui sont complémentaires, qui ne sont pas opposées. Et puis d'ailleurs, comme je vous l'ai dit en introduction, on peut faire au départ de l'assurance vie pour justement préparer un investissement immobilier quand on est sûr d'avoir fait le bon choix sur le lieu, l'appartement, etc. Mais elle pourrait placer, Lise, aussi 70 000 euros dans l'immobilier, 30 000 euros sur l'assurance vie, enfin après avoir, mais très bien. Question de Sylvain. Quel type d'investissement locatif aujourd'hui rapporte le plus? Est-ce la location nue, la location en meublé ou via Airbnb, plateforme location touristique saisonnière? Qu'est-ce qui rapporte le plus? C'est pas forcément une question de rendement. Non, mais c'est la question de Sylvain. Bon, parce qu'en fait, ce sont des statuts différents. Alors, premièrement, on va traiter Airbnb. Là, on est sur de la location saisonnière. Il faut donc pas louer plus de 4 mois, 120 jours. 120 jours maximum pour la résidence principale, oui. Il faut, pour un certain nombre de villes, donc s'inscrire pour pouvoir louer. Donc, on va mettre ça de côté. On est quand même dans ces cas-là, et c'est un point commun avec la location meublée, donc en BIC, bénéfices industriels et commerciaux, donc avec une possibilité d'abattement qui peut atteindre 50%. Et on peut être obligé d'acquitter d'ailleurs des impôts locaux, et on acquitte également les prélèvements sociaux. Tout ceci, c'est clair. Sur donc une location nue, là, on est soumis logiquement au revenu foncier, dans le cadre de l'impôt sur le revenu. On peut néanmoins opter pour un statut donc assez attractif qui est le LMNP, une location en meublé non professionnelle, qui donne droit à un amortissement. Pas mal, hein, ça, il faut l'étudier. Oui. Hein, et donc, on va dire que les régimes fiscaux, hein, ça, il n'y a pas une grande différence. En revanche, c'est la souplesse, évidemment, de la location meublée qui, aujourd'hui, attire les bailleurs. La possibilité de faire un bail que de durée d'1 an, la possibilité de donner congé, donc, dans le cadre de cette année, à 3 mois avant donc l'échéance du bail, quand c'est 6 mois pour une location nue, et un bail de location nue, c'est 3 ans. Donc vous voyez évidemment là, petit avantage sur la location meublée par rapport à la location nue. Après, c'est une question, on va dire, de réflexion sur la fiscalité, sur donc comment on imagine son placement. Si on veut de la stabilité, la location nue est peut-être plus simple à organiser qu'une location meublée où il faut quand même veiller à ce qu'il y ait la liste des biens à l'intérieur, hein, les rideaux, les meubles, le réfrigérateur, le micro-ondes, etc. Donc là, il faut évidemment un meublé, c'est logique, c'est le statut. Et location nue, on rappelle que le locataire a maintenant un préavis d'1 mois. En fait, il peut, pour 1 mois, en fait, donner son préavis pour quitter les lieux, qui était pendant longtemps, c'était 3 mois, et puis il s'est passé à 1 mois. En zone tendue, oui. En zone tendue, ça concerne énormément de villes, la plupart des grandes villes d'ailleurs, et même Paris bien sûr, et toutes les villes de la banlieue parisienne. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, parce qu'il faut avoir le temps de se retourner. Il n'y a rien de pire pour un propriétaire bailleur que la vacance locative, de fait de se retrouver sans locataire. Donc voilà, il faut avoir ceci en tête. Ah, pardon, j'ai oublié de dire, pour la fixation des loyers, ce sont les mêmes règles pour la location nue que pour la location meublée. Oui. Ça veut dire qu'on ne peut pas déroger aux règles qui risquent d'être réinstituées sur l'encadrement. Hein, donc là, il n'y a pas de différence de traitement. Important à savoir. Très important, comme la question de Jean-Yves qui suit. Jean-Yves nous dit, que pensez-vous du Denormandie ancien? Est-ce un bon placement immobilier? Si oui, quelle ville conseillez-vous? Alors, dispositif fiscal, on rappelle, le Denormandie dans l'ancien, c'est tout nouveau. Ça existe depuis cette année. C'est la possibilité d'acquérir en fait un logement dans un centre-ville dégradé de l'une des 245 villes qui appartiennent
à ce qu'on appelle l'opération cœur de ville, qui concerne des villes comme Quimper, comme Carcassonne, comme Pau, comme Auxerre. Vous pouvez acquérir un bien dégradé, il faut faire 25% de travaux, vous le mettez en location, comme pour le Pinel dans l'œuvre, pendant 6 ans, 9 ans ou 12 ans, et en contrepartie, vous avez droit à une réduction d'impôt de 12, 18 ou 21%. Alors, est-ce que ça vaut le coup ? Ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'accéder donc à des cœurs de ville. Donc souvent, on est dans les centres des grandes agglomérations, et donc c'est mieux que d'avoir un Pinel qui se trouve justement en périphérie, pas bien relié. Là, on est à peu près, on a la garantie d'avoir les transports en commun, les commerces, les services. Donc c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Après, on est dans la même logique que le Pinel, ça veut dire donc les plafonds de loyer et les plafonds de ressources pour les locataires. Donc il faut toujours s'interroger, est-ce qu'il y a un statut fiscal qui est plus intéressant que le Pinel ou le de Normandie? Ça peut être toujours, je reviens, un OLMNP qui permet d'amortir, et qui dit amortissement des travaux également. Donc là, il faut réfléchir, c'est pas automatique. En revanche, si on décide de faire un de Normandie, c'est vrai qu'il y a plusieurs villes qui sont potentiellement intéressantes. Lesquelles? Alors, moi, j'opte pour des villes où justement, c'est pas trop cher, surtout quand on est dans de l'ancien à rénover, mais dans des villes à fort potentiel. Je pense évidemment à Marseille. Ça a été décrié avec le logement justement en extrême difficulté, évidemment. Et on a vu les problèmes que ça a pu avoir il y a quelques temps, mais Marseille a un fort potentiel. Et évidemment, Marseille fait partie des 245 villes. Et il y a d'autres villes, comme Ajaccio. Là également, assez intéressant, parce que c'est une ville en forte croissance démographique. Donc il y a un fort besoin d'appartements, de logements. Il faut connaître un petit peu quand même la Corse. Il faut avoir au moins un contact sur place. On peut. Et donc, Ajaccio, il y a des villes comme Laval, comme Niort, où il y a toujours de l'activité économique. Niort, c'est la cité de l'assurance, donc il y a forcément de l'emploi derrière. Il y a des villes comme La Roche-sur-Yon également, qui peut être intéressante, parce que c'est dans une région à très forte croissance, avec du plein emploi. On est dans les Pays de la Loire. Donc là, c'est des villes à regarder de manière assez attentive pour faire du Pinel, pour faire du de Normandie. Voilà. Et juste en complément, effectivement, la FNAIM, là aussi, avait sorti récemment une étude avec quelques villes où meilleur rendement annoncé, en tout cas par la FNAIM, qui parlait autour de 6 à 8% brut, pour Carcassonne, Auxerre et la ville de Pau. Voilà, en tout cas, c'était la FNAIM. Philippe vous a donné son classement. On peut les rappeler, les quelques villes. Marseille, Niort, Laval, La Roche-sur-Yon et Ajaccio. Très bien. Allez, question de Charles. Quels sont les meilleurs placements effectués cette année 2019 ? Alors là, évidemment, c'est une question qui est à la fois complexe et qui nécessite d'étudier d'étudier les besoins et les attentes de chaque épargnant. Il n'y a pas une réponse type. Parce que certains épargnent par précaution pour du court terme. Et dans ces cas-là, je vais leur dire, malheureusement, il y a le livret A, mais ça ne rapporte rien. Mais c'est en phase avec les besoins. Sinon, je veux dire, quels sont les placements intéressants en 2019 ? Il y a les grands classiques, il y a l'immobilier, mais à condition évidemment de bien choisir le lieu, le quartier en fonction de critères simples, les transports, les services, les écoles et l'emploi pour pouvoir justement être certain d'avoir des locataires. Le cas échéant, dans des stations balnéaires qui ont des saisons assez larges pour pouvoir remplir si on fait du saisonnier. Parce que comme on le dit fréquemment, ce qui compte, c'est que la vacance du bien soit la plus faible possible. Donc ça, c'est sur l'immobilier. Et il faut plutôt choisir des villes qui ne sont pas évidemment les plus chères, parce que votre rendement, dans ces cas-là, sera évidemment très mince. Choisissez des villes à fort potentiel. Sinon, au niveau financier, on peut aller vers l'assurance vie, on peut y loger maintenant du private equity, ça veut dire des fonds investis dans des PME qui peuvent rapporter, on peut mettre de l'immobilier, des SCPI, on peut le loger dans l'assurance vie. Et là, c'est intéressant, on a à la fois l'avantage de l'immobilier et les avantages de l'assurance vie. On peut évidemment choisir une diversification en unité de compte sur tous les placements possibles imaginables. L'assurance vie conserve évidemment son attractivité. Il y a également le PEA, le plan d'épargne d'action, qui a un régime fiscal très intéressant. Il y a juste les prélèvements sociaux. La loi Pacte, qui vient d'être validée par le Conseil constitutionnel, d'ailleurs assouplit le régime du PEA. Donc là, pareil, c'est quelque chose à regarder. Voilà, en tout cas, un tour d'horizon extrêmement précis. Merci beaucoup, Philippe, là-dessus. Et sur l'immobilier, la valeur sûre, avec les fondamentaux de l'emplacement, bien sûr, et toujours aussi avoir en tête la vacance locative, bien sûr, qui est très, très important. Question de Mohamed. Je viens d'acheter récemment un appartement neuf au Raincy, dans le 93.
J'aurai besoin de vos lumières d'experts. Est-ce un bon investissement et cela prendra-t-il de la valeur? Le Rincy dans le 93. Mohamed n'a pas fait un mauvais placement, parce que le Rincy, on considère que c'est un peu le Neuilly du 93. Donc c'est toujours été une ville qui a eu des prix au-dessus de la moyenne donc, dans ce département. Alors à la fois, c'est une valeur sûre, une valeur refuge. Après, sur le côté potentiel de croissance, je serais plus mesuré, car comme on est sur des prix élevés, compte tenu qu'il y a des villes autour, et on a cité tout à l'heure comme Aubervilliers, Bagnolet, qui vont remonter du fait du Grand Paris, il n'est pas certain que le Rincy augmente et conserve son écart de manière certaine dans les prochaines années. Néanmoins, le risque de baisse est plutôt faible. C'est une petite commune, donc il n'y a pas énormément d'habitants au Rincy. 15 000 habitants. 15 000 habitants, donc je dirais que voilà, c'est une valeur sûre. Une valeur sûre, 15 000 habitants, on est à 15 km du centre de Paris à peu près. Et puis c'est au Rincy qu'a été tourné le Grand Bain, la fameuse piscine du film Le Grand Bain là, de Lelouch. C'est au Rincy, voilà, petite parenthèse. En tout cas, ville bien desservie par les transports, les réseaux routiers, le tramway. Effectivement, on est quoi? Autour de 4 000 € du mètre carré, en tout cas peut-être sans doute dans l'ancien 5 000 € du mètre carré dans le neuf. Voilà, c'est une ville où il y aura une progression classique. Il ne faut pas en attendre des miracles. Hein. C'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. Très bien, question de Florence. Je suis en train d'acheter un petit studio de 20 mètres carrés. Alors là, on quitte le Rincy pour aller à Cannes. Et je voulais savoir quel intérêt j'avais à le louer en meublé par rapport à la location nue. Et elle ajoute, Florence, vais-je payer moins de CSG? Donc, studio 20 mètres carrés à Cannes, sur la Côte d'Azur, là, en plein festival. Alors voilà, ce studio, c'est pour quoi faire, hein? Est-ce que c'est pour faire de la location saisonnière? Dans ces cas-là, on va être sur le régime de la location saisonnière. Est-ce que c'est pour faire du locatif, mais avoir une grande souplesse, pouvoir récupérer le bien assez rapidement? Dans ces cas-là, évidemment, le meublé est certainement le statut le plus adapté. Ou est-ce qu'on est sur un investissement de long terme, en se disant qu'on n'a pas forcément envie de le meubler, de rajeunir l'ameublement intérieur régulièrement? Dans ces cas-là, il faut faire de la location nue. Je dirais que à Cannes, c'est vrai, si on est dans les quartiers donc du centre-ville, la logique, c'est plutôt de la location meublée. Si on est sur la périphérie, ce sera plutôt de la location nue. Donc voilà, c'est en fonction du lieu et en fonction des objectifs. Oui, effectivement, entre la Boquet et la Croisette, déjà, il y a des écarts déjà en termes de prix qui sont importants. Effectivement, en tout cas, Cannes, c'est a priori un bon placement. C'est un très bon placement. C'est un très bon placement. Question de Marion. Quels sont vos conseils de placement immobilier ou financier selon les âges? À quel âge faut-il commencer à investir dans la pierre, que ce soit pour une résidence principale, un investissement locatif ou une SCPI? Le plus tôt possible, Marion. Plus on commence tôt, plus c'est facile d'accumuler et d'avoir à terme, évidemment, un patrimoine structuré, diversifié. Et donc je dirais que pour la résidence principale, en règle générale, on commence quand on a dépassé la période d'insertion dans la vie professionnelle, donc autour de la trentaine, à 30 et quelques années, on achète sa résidence principale. Mais ça n'interdit pas d'ailleurs de faire de l'investissement locatif, parce que les taux d'intérêt sont très bas. Il faut en profiter. Jamais dans notre histoire contemporaine, on a eu des taux d'intérêt aussi faibles pour emprunter en vue de l'immobilier. 1,35% en moyenne, toute durée confondue, selon le dernier observatoire Crédit Logement CSA. Il n'est pas certain que ça dure de manière éternelle. Donc, il faut peut-être en profiter. Et c'est pour ça, moi je connais des jeunes salariés qui investissent pour faire de l'immobilier locatif dès 30 ans en se disant il y a une opportunité, je peux comme ça financer mon investissement par les loyers et je peux commencer très tôt. Et c'est tout à fait exact et je conseille de le faire. Pour les SCPI, l'avantage c'est qu'on peut y aller progressivement. J'en achète 1, 2, 3, 4, 5 parts de SCPI et je constitue comme ça mon propre patrimoine progressivement. Je ne vais pas mettre sur la table d'un seul coup 100 000 ou 200 000 euros. C'est l'avantage de la SCPI, on peut y aller par petites touches. Y aller progressivement, donc c'est l'une des clés d'anticiper énormément. Donc on commence par une petite surface, généralement dans un lieu, en tout cas pour l'acquisition, la première acquisition, le plus tôt possible. Et puis évidemment, on tient compte de la ville, de l'emplacement. Après, est-ce que l'on peut démarrer par cave, parking? Est-ce que c'est un conseil à donner ou possibilité? Parce qu'on voit aussi... Cave, parking, c'est vrai qu'à un moment donné, c'était un peu à la mode. Alors, sur les parkings, il faut faire attention.
C'est vrai qu'il y a à la fois une raréfaction des places de stationnement en surface, donc ça améliore la rentabilité des places de parking en souterrain, mais il y a une autre évolution. C'est que dans les grandes villes, le nombre de propriétaires de voitures tend à diminuer. À Paris, aujourd'hui, il y a moins d'un Parisien sur deux qui a une voiture. Donc, on a moins besoin de places de parking qui sont d'ailleurs de plus en plus utilisées. Et ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant, non plus pour mettre une voiture, mais pour servir de cave annexe, pour stocker. Donc, il faut peut-être réfléchir justement à avoir une place de parking qui ferme. Et là, ça peut devenir très intéressant. Très bien. Question de Fabrice. J'ai un appartement acquis en Cellier en 2010, achevé en 2012, défiscalisé sur 9 ans. Puis-je prolonger le dispositif sur 3 années supplémentaires? C'est très précis. C'est une question très précise. Alors, le cellier, logiquement, donc, à son terme, il tombe. Donc il n'y a pas de possibilité de le prolonger. Il y a quand même une exception. C'est de transformer son cellier classique en cellier social. Le cellier social, en fait, reprend la forme un peu du Pinel. Il y a un plafonnement en fonction des ressources, hein, donc on ne peut pas louer à des personnes qui dépassent un certain plafond, et il y a un plafond de loyer également. Et dans ces cas-là, on peut pendant 3 ans rebénéficier des règles donc, de son cellier avec une déduction de 2%. Mais on peut également considérer qu'il y a une autre option pour Fabrice, c'est de passer donc en LMNP, loueur en meublé non professionnel, et amortir son bien. Et comme ça, il va bénéficier en fait d'une diminution de sa fiscalité, parce qu'il y aura une déduction sur ses revenus fonciers liés à l'amortissement. Eh bien justement, par rapport à cette déductibilité, l'amortissement, tout ce qui concerne cet investissement, c'est Frédéric qui voudrait savoir quelles sont les charges déductibles des revenus fonciers dans le cadre d'un investissement Pinel. On lit tout et son contraire, dit-il. Les frais de notaire sont-ils déductibles? Si oui, sur quelle ventilation comptable? On prend le prix, on divise pour la durée en mois de la durée souhaitée. Idem pour les frais de garantie. Voilà, il voudrait avoir des précisions. Alors, Frédéric, donc, les charges liées donc, à l'opération immobilière sont donc pris en compte. Les frais de notaire, la taxe de publicité foncière le cas échéant, les impôts, même donc les intermédiaires qui ont eu des commissions, c'est pris en compte. C'est intégré au prix d'achat et ça rentre donc dans la réduction d'impôts, le fameux 2% donc sur la période considérée. Mais il y a quand même donc une limite, c'est qu'il y a un décret qui fixe pour chacun des frais un plafond. Donc il ne faut évidemment pas qu'il y ait donc des frais excessifs parce que dans ces cas, ils ne seront pas intégrés. Allez, on termine avec Marie-Christine. Est-il encore intéressant d'investir dans l'achat d'un appartement en Pinel à 61 ans? Et Nantes est-elle une bonne ville où investir? Marie-Christine, déjà, est-ce que je ne suis pas trop âgé pour faire un Pinel minimum 6 ans? Marie-Christine, il ne faut pas être pessimiste. L'espérance de vie à la retraite, maintenant, c'est 25 ans. Donc un Pinel de 6, 9 ou 12 ans, qu'est-ce que c'est? C'est rien. Et puis, donc, de toute façon, quand on fait un Pinel, c'est pour toucher des loyers également. C'est un revenu récurrent qui va compléter votre pension si vous êtes déjà à la retraite, à 61 ans, peut-être pas, c'est 62 ans la retraite. Mais ça va compléter durant votre retraite vos pensions. Donc, il n'y a pas, évidemment, d'empêchement, parce qu'on a 61 ans, de faire un Pinel. Sur Nantes, évidemment que Nantes... Nantes, oui. Nantes, juste... Pardon, sur l'emprunt, sur le Pinel, de faire attention à l'assurance emprunteur notamment. Si on emprunte de l'argent, voilà, si on emprunte de l'argent pour financer donc son acquisition, évidemment, faire attention aux assurances qui sont plus élevées quand on monte malheureusement en âge. Alors, sur Nantes. Nantes, ça fait partie évidemment des villes à forte attractivité, on a cité Bordeaux, on a cité Rennes, on a cité Toulouse. Nantes, évidemment, est une ville qui connaît depuis de nombreuses années une croissance avec des prix qui aujourd'hui voisinent 4 000 € selon les quartiers. Évidemment, il y a des très bons quartiers à Nantes. Il y a l'île de Nantes, qui évidemment attire une clientèle plutôt, on va dire, aisée, mais il y a des quartiers autour donc de la Loire qui étaient avant des ateliers, c'était le port, qui aujourd'hui sont en forte croissance avec donc des immeubles de bonne qualité. Et c'est vrai que c'est plutôt une ville, on va dire, qui a du potentiel. Elle se situe, c'est la capitale des Pays de la Loire. Pays de la Loire, pas de chômage, forte croissance et un dynamisme au niveau de la population. Donc ça répond à toutes les conditions pour faire un bon investissement.
avec une forte poussée démographique aussi très importante, 100 000 habitants supplémentaires à Nantes à l'horizon 2030. Oui. 1h56 de Paris par le TGV. On est à 3 000 euros, à peu près 3 500 euros par mètre carré en moyenne, en tout cas un peu plus élevé. Un peu plus élevé. Oui, c'est vrai que ça a un peu pris, effectivement. Et dans le cœur, on est... Dans le cœur, alors encore plus. Et puis une dernière question là en direct. Quelle est la tendance sur Marseille? Question de Paul Louis. Un petit mot sur Marseille, et puis après on termine. Marseille, évidemment, aujourd'hui, donc il y a deux choses à prendre en compte. Les prix sont plutôt très faibles par rapport au potentiel de la ville. C'est une ville qui est fabuleuse, le port, la Méditerranée, et donc avec une population donc, qui est quand même importante, et on est sur des prix qui sont faibles. Mais l'avantage, c'est que le rendement locatif figure parmi les plus élevés. Avec Marseille se situe avec des villes comme Clermont-Ferrand en particulier, qui offrent de très très bons rendements locatifs. Et donc je dis plutôt que c'est une ville où il faut investir au niveau de l'immobilier, avec un potentiel de plus-value si on choisit bien le quartier. Parce que Marseille, c'est très grand. Marseille, c'est Paris avec la petite couronne. Donc à Paris, on voit, on a des prix de 10 000 euros du mètre carré. Ouais. Mais si on prend la petite couronne, d'un seul coup, on peut descendre assez rapidement à 3 000 euros du mètre carré. Il faut imaginer Marseille avec justement le fait que c'est Paris et la première couronne. Or, à Marseille, même dans les quartiers les plus riches, les plus aisés, on n'est pas à 10 000 euros du mètre, sauf quelques opérations évidemment exceptionnelles. Mais donc, il y a des vraies affaires à réaliser. Et moi, c'est une ville qui m'intéresse beaucoup. Voilà, merci infiniment. Donc, Marseille est à suivre, tout comme Nantes que l'on évoquait juste avant. Merci infiniment pour vos questions. Merci pour votre participation. On remercie également en régie, Jim, Bastien, Jean-Alexis, Pierre, peut-être Pierre s'il est là. On remercie évidemment l'expert Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'Épargne. Merci Olivier. Ça s'est bien passé. Très bien. Vous reviendrez? Je reviendrai. Il reviendra. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi, et là on parlera typiquement de location. On fera un focus sur la location avec un expert ici en plateau. D'ici là, très bonne journée, excellent week-end et à très bientôt donc pour une prochaine édition des Clés de l'Immo.